répondre. Donc, vous remercie en tout cas pour votre patience et pour votre disponibilité. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre disponibilité et pour votre présence effective et massive à cette conférence de presse portant sur l'évolution des prix des produits de première nécessité ou des produits de grande consommation. Je vois un peu les efforts qui ont été faits par les uns et les autres parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je sais que les journalistes travaillent beaucoup les dimanches après-midi pour préparer les unes et les articles du lundi. Donc, en tout cas, je vous remercie pour cette mobilisation, pour cette présence. Cela démontre en tout cas que le sujet est d'intérêt et concerne en tout cas l'ensemble des populations. Comme vous le savez, depuis quelques jours, l'on assiste à de nombreuses plaintes des populations relativement à ces hausses qui ont été relayées et amplifiées par les médias et les réseaux sociaux. Face donc au cri de cœur des populations auxquelles le gouvernement est sensible, il était important pour le département dont j'ai la charge de rencontrer la presse pour informer les populations sur la réalité de la situation. Mesdames et messieurs, il convient d'indiquer que ces augmentations de prix constatées ne sont pas spécifiques ni particulières à la Côte d'Ivoire. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévu, après une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur. Et l'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif et s'établit à 127,1 points avec un bond de 5,8 points, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010. Ainsi, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre de l'année 2020 et ont encore marqué un fort rebond au premier semestre de 2021. Par exemple, le prix du maïs a été multiplié par plus de 2, ceux du soja, du sucre et du blé ont augmenté respectivement de 61%, de 52% et de 26%. La forte demande d'aliments en Asie et les contraintes sur la croissance de la production agricole mondiale ont alimenté cette augmentation des prix. Pour ce qui concerne notre pays, mais avant de parler de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que cette hausse généralisée des prix a impacté également les prix des produits au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, également des prix des produits des pays de la sous-région ouest-africaine, avec l'amplification, je veux dire, avec une amplification liée à l'insécurité dans certaines zones de production de certains pays sahéliens. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays, les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées au cours du premier trimestre de l'année 2021 comparativement à la même période de l'année 2020, avec un approvisionnement régulier des marchés avant la crise énergétique grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement. La situation aurait été encore plus difficile si des actions n'avaient pas été prises par notre gouvernement. Par exemple, le prix de l'huile de palme raffinée étant indexé sur le prix AIPH du régime de palme ou de l'huile brute, le régime de palme a augmenté de 47,44% par kilogramme
en décembre 2020 à 61,14 francs CFA par kilogramme en janvier 2021, puis à 77,75 francs par kilogramme en juillet 2021, soit une hausse de 62%. Quant à l'huile de palme brute, le prix est passé de 399 francs CFA par kilogramme en décembre 2020 à 497 francs par kilogramme en janvier 2021, puis à 627 francs par kilogramme en juillet 2021, soit une hausse de 57%. Tandis que le prix du produit raffiné, c'est-à-dire l'huile de palme raffinée du bidon de 25 litres, est passé de 19 600 francs CFA en décembre 2020 à 22 500 en juillet 2021, soit une hausse de 14,79%, contre une évolution, comme je l'ai rappelé, de 62%, soit une hausse de 20% combinée à une hausse du coût du fret qui a augmenté de 20%, alors que le prix de la tonne de farine de blé n'a augmenté en Côte d'Ivoire que de 5% entre janvier 2021 et juillet 2021. Et tout ceci est dû en fait aux actions que le gouvernement mène en termes de concertation avec les acteurs du marché, c'est-à-dire les industriels, les importateurs, dès lors que nous avons des fluctuations défavorables sur le marché international pour contenir les prix qui sont appliqués sur le panier de la ménagère. Cependant, le rationnement des entreprises en électricité et des ménages depuis le 24 avril 2021, le décalage de la saison des pluies et la faiblesse de la pluviométrie et le contexte international marqué, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, par la forte demande internationale, par la hausse du coût du fret, par la hausse du coût des intrants importés, ont conduit à des augmentations sur certains produits sur le marché, notamment les protéines d'origine animale, la viande et le poisson, l'huile de palme raffinée, les matériaux de construction et certains produits vivriers du fait de la baisse saisonnière de l'offre locale. Les prix de ces produits affichés sur les médias et les réseaux sociaux que nous avons pu constater, semblent exagérés et ne cadrent pas avec la réalité. À titre d'illustration, le sac de riz de 22,5 kg rizière, vendu à 19 500 francs en 2020, à 12 900 francs en 2020, coûte aujourd'hui entre 12 425 francs et 12 600 francs CFA. Contrairement à ce qui a été avancé sur les réseaux sociaux, comme quoi le prix avait évolué entre 8 000 francs et 12 500 francs. Donc pour dire que le prix de 8 000 francs ne reflète même pas la réalité. Et pourquoi? Parce qu'en 2020, le gouvernement a pris une mesure de plafonnement et le prix du sac de riz de 22,5 kg plafonné par le gouvernement était de 12 900 francs. Donc si le prix de l'année dernière, officiellement plafonné par le gouvernement, est de 12 900 francs, il ne saurait être de 8 000 francs. On peut poursuivre. Le prix d'huile de 20 litres qui coûtait 16 500 francs est vendu aujourd'hui en fonction de la marque entre 17 975 francs et 18 000 francs pour Palme d'Or et entre 19 200 et 18 200 et 19 100 francs pour Aya et entre 20 200 et 20 400 francs pour Dinor. Contrairement également aux prix qui ont été avancés sur les réseaux sociaux qui affichent des prix qui sont au-delà des prix que nous venons d'annoncer, d'autant plus que également pour ces produits-là, un plafonnement avait été fait l'année dernière, donc les prix étaient officiels parce que c'est les prix
que le gouvernement avait plafonné, qui ne doivent faire l'objet d'aucune discussion, d'autant plus qu'ils étaient officiels. Cela est également valable pour la viande. On a pu lire sur les réseaux sociaux que le prix de la viande avec os était passé de 1600 francs CFA à plus de 3000 francs. Alors que vous vous souviendrez que la viande également avait fait l'objet de plafonnement l'année dernière et le prix plafonné était à 2600 francs. Et cette année, par rapport aux mesures que nous avons prises, on a plafonné le prix de la viande avec os, je veux dire après la crise énergétique, à 2600 francs pour la viande avec os et à 2800 francs pour la viande sans os. Tout ceci pour vous dire en fait que les chiffres avancés sur les réseaux sociaux et certains médias, les hausses qui sont avancées sont exagérées. Et les hausses de prix qui sont avancées sont fausses en fait. Parce que tout ceci en fait est de nature à perturber les populations, est de nature à créer des distorsions dans le fonctionnement du marché. Donc voilà pourquoi j'avais souhaité insister sur les informations qui reflètent la réalité et qui sont vérifiables parce que ce sont des mesures officielles que l'État a prises concernant ces produits-là. Donc, face à la hausse des prix de ces produits de première nécessité, différentes mesures ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Faut-il le rappeler? La détermination des prix relève selon le régime que la Côte d'Ivoire s'est donné, c'est-à-dire le régime de liberté des prix, relève selon la loi de l'offre et de la demande et du jeu de la concurrence. La mission du gouvernement est d'assurer la surveillance du marché et d'encadrer les prix en cas de dysfonctionnement du marché et lorsqu'il y a également des pratiques spéculatives. Dès lors que le gouvernement constate qu'il y a un phénomène en fait de crise persistante dû à des pratiques spéculatives, dû en fait à des dysfonctionnements du marché avérés, le gouvernement intervient pour un encadrement des prix, comme on l'a fait au cours des années 2017 et 2020. Donc, dans ce cadre-là, toute intervention du gouvernement sur le marché est faite en concertation avec les acteurs du marché, à savoir les industriels, les importateurs et les distributeurs, pour d'une part protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et d'autre part protéger l'outil de production et les emplois qui sont, comme vous le savez, source de revenus. Ainsi, nous avons renforcé la concertation avec les acteurs des secteurs concernés. Vous vous souviendrez qu'en janvier 2021, à l'issue des discussions avec les industriels, nous sommes convenus de suspendre des hausses de prix de l'huile de table raffinée intervenue au mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine boulangère de type 55. En mai 2021, en accord avec les acteurs du marché, nous avons également pris des mesures de fixation de prix maxima convenues sur la période de la crise énergétique pour la viande de bœuf avec ou sans os, pour le ciment et le maintien du prix de la baguette de pain à 150 francs CFA. Nous poursuivons la sensibilisation et la communication envers les populations et vis-à-vis des acteurs du marché à travers des rencontres sectorielles, des capsules TV et différents bulletins d'information. Pour assurer un approvisionnement régulier des marchés en bétail à des prix accessibles, le Conseil national de lutte contre la vie chère a organisé récemment une tournée dans plusieurs localités. Aujourd'hui, malgré la situation qui prévaut au Sahel, rendant difficile d'accès des zones agro-pastorales, les marchés ivoiriens sont suffisamment approvisionnés, aussi bien en bovin, pour ce qui concerne la viande de bœuf, qu'en petits ruminants pour ce qui concerne les moutons. Par exemple, à Bouaké, le kilogramme de viande avec os est vendu au prix de référence de 2000 francs CFA. Et la viande sans os est vendue à 2000 francs CFA. Et tout ça à Bouaké. À Korogo, le kilogramme de viande avec os est à 1700 francs CFA et la viande sans os est à 1800 francs CFA. Dans le district d'Abidjan, le prix maximal convenu
avec les acteurs demeure en vigueur, c'est-à-dire 2600 francs CFA par kilogramme pour la viande de bœuf avec os au détail et 2800 francs par kilogramme pour la viande de bœuf sans os au détail. Le marché est également suffisamment approvisionné en produits vivriers de saison. Ainsi, l'igname ponant, le bété-bété et le glinglin sont largement disponibles. Il en est de même pour le gombo et la patate douce. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, le rationnement des entreprises et des ménages en électricité sont désormais terminés. Nous avons donc noté déjà une tendance à la baisse des prix au détail de certains produits, notamment au niveau des matériaux de construction. La botte de fer, qui était vendue à 52 000 francs en 2019, puis à 47 000 francs en 2020, et entre 52 000 et 54 000 de janvier à avril 2021, puis entre 56 000 et 60 000 pendant le rationnement de l'électricité, aujourd'hui a baissé à 54 000. Le sac de ciment CPJ 42.5 au détail coûtait 4 200 francs en décembre 2020, puis 4 000 francs en janvier et avril 2021, et entre 5 000 et 6 000 francs pendant la période de rationnement de l'électricité, est aujourd'hui vendu entre 4 200 et 4 500 francs, presque au prix du mois de décembre 2020. Je voudrais donc vous assurer que nous allons continuer de renforcer la surveillance du marché, que nos équipes, les équipes en charge du commerce, seront encore plus présentes dans les marchés sur toute l'étendue du territoire. Et nous poursuivrons également la concertation avec les différents acteurs du marché. Les échanges avec ces différents acteurs permettront de trouver des solutions durables qui n'altèrent pas le pouvoir d'achat des populations, parce que le gouvernement ivoirien est avec les populations ivoiriennes. Et en cas de nécessité, nous allons prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire les mesures d'encadrement des prix, telles que nous le confère l'article 3 de l'ordonnance portant sur la concurrence. J'invite donc les populations au calme et à la sérénité, et à ne pas céder à la panique, et surtout à éviter de diffuser des informations erronées qui sont de nature à perturber le fonctionnement du marché et à entraîner par effet pervers des augmentations injustifiées. Je vous remercie. Bien. On va passer aux questions et on va prendre 3 séries de 5 questions. Dans la première série, vous vous présentez, vous donnez votre... Non, vous... Saka Letter. Derrière. Roxane. Oui. Comment? L'avenir. L'avenir. Et le dernier de la série complète. Sidi Yansané, RFI. Sidi Yansané, RFI. Ok, donc on va prendre vos questions, commençons par Binon Saka. Monsieur le ministre, ce matin, si je savais que vous auriez une conférence aujourd'hui, je serais venu certainement avec mon monsieur. Malheureusement, je ne suis pas venu. C'est pour dire quoi? Relativement au prix du sac de riz de 25,5 kg dont vous parliez tout à l'heure, le prix a effectivement augmenté. Je ne suis pas allé faire... Je dis 22,5. 22,5 kg. Voilà.
Le prix a effectivement augmenté. Je ne suis pas allé faire une enquête dans une petite disons, boutique du quartier, non. Je suis allé dans un supermarché, dans un site même d'approvisionnement. Et là-bas, j'ai payé le sac de riz ce matin à 13 500 francs. C'est un cas réel que j'ai moi-même vécu. Donc face à cela, qu'est-ce que vous dites? Et enfin, il y a une marche qui a été annoncée depuis hier ou ce mercredi. Quelle est donc votre réaction face à cette marche-là? Je vous remercie. Ok, on va passer à la question de M. Dengui de l'RTI. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, il y a les instruments de mesure qui sont sur le marché. Sont-ils fiables? Sont-ils capables de vous accompagner dans ce combat? Alors, cela m'amène à parler de métrologie. Comment cette science de la mesure vous aide, vous accompagne dans ce combat contre la vie chère? Merci. Ok, monsieur Raphaël, monsieur le ministre, bonjour. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent sur le terrain pour assurer voilà, le contrôle des prix? On traite souvent ces agents de corrompus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est constat? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Je demandais est-ce que vous avez beaucoup d'argent sur le terrain pour assurer le contrôle des prix? Et ensuite, on traite souvent ces agents de corrompus. Est-ce que ça vous revient parfois? Ok. Par rapport à la corruption, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Ok, merci. Madame Roxane Ouattara. Monsieur Sidi Moussaï. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour à tous. Moi, mes questions elles rejoignent un peu celles de mes précédents confrères et consoeurs. Effectivement, concernant déjà en mai et en juillet, je pense que vous-même et le Premier ministre Patrick Kachi avez fait un tour sur le marché pour constater l'évolution des prix. À l'époque, Monsieur le Premier ministre disait qu'il y avait effectivement des abus de la part même de certains commerçants liés à la culture de l'électricité, liés au Covid, qui abusaient et qui allaient bien au-delà, on pouvait pour se mettre plein les poches, pour rattraper leur perte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, vous avez activé le Conseil national de lutte contre la vie chère, mais est-ce que ce Conseil national est vos propres services tout en mesure de vérifier partout que les prix sont respectés quand on sait qu'on vit dans un territoire qui se situe de l'informel? Et effectivement, cette manifestation, nous avons, je pense, une bonne partie d'entre nous constaté au marché la hausse des prix, parce qu'on consomme aussi comme tout le monde, et donc cette hausse des prix elle est réelle. Donc finalement, est-ce qu'on peut simplement mettre ça sur le dos du Covid ou, comme vous disiez, hein, des réseaux sociaux et des médias? Est-ce qu'il n'y a pas, et en gros, quels sont les mécanismes dont vous disposez pour pouvoir encadrer les prix et tout en respectant le jeu de l'offre et la demande? Merci. On va prendre une cinquième question. Oui. Peut-être Fraternité Matin qui avait levé la main. J'ai récemment fait une enquête il y a moins de mois, certainement que vous avez vu, où j'ai échangé avec les vendeurs de la viande de bœuf. Alors, ils m'ont tous dit, l'enquête a été faite à Treichville, sur les marchés à Treichville. Ils m'ont tous dit qu'au niveau de l'abattoir, ils ont connu une augmentation. Ce qui fait qu'ils vendent le kilogramme de viande avec os à 3 000 et sans os à 3 500 francs. Chez plusieurs bouchers que j'ai rencontrés moi-même. Et donc, ils ont dit que le problème, ils m'ont tous ramené vers l'abattoir et m'ont même demandé de venir poser la question au ministre. D'accord. Bien. C'est une dernière question. Est-ce que par rapport à la tabassinique du mardi, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises en compte, qui sont actuellement en œuvre par rapport au prix de la viande? Beaucoup les abattoirs sont pleins dessus. Ok. C'est bon? Ça fait les 5. Bien, je vous remercie. On va commencer par la question de M. Bénan Saka, qui dit qu'il a acheté en fait un sac de riz de 22,5 kg, je veux dire à 13 500. Voilà, donc peut-être que c'est selon en fait peut-être la qualité du riz qui a été acheté. Comme je l'ai indiqué dans mon intervention, le sac de riz de 22,5 kg rizière, je veux dire par rapport au relevé qui nous ont été remontés en tout cas par nos services le 16 juillet dernier,
est ce prix-là qui est de 12 900 francs, comme je vous l'ai indiqué dans mon intervention. Mais ce que je veux indiquer, nous nous donnons en fait les tendances et souvent les prix moyens. Vous comprenez? Vous pouvez aller, je vais dire, dans un endroit précis, dès lors que le prix n'est pas un prix maxima. Si le gouvernement prend une mesure de prix maxima, on se dit, quelles que soient les boutiques, quels que soient les endroits, ce prix ne doit pas être franchi. Mais dès lors que ce produit n'est pas indexé comme tel, vous pouvez avoir, je vais dire sur la base du principe de la liberté des prix, des différences de prix d'une boutique A à une boutique B. Et ça, ce n'est pas en violation avec les textes en fait qui régissent la concurrence. Et cela même est normal pour que, in fine, le consommateur puisse avoir le choix de prendre le produit où il le trouve moins cher selon sa qualité et également selon son prix. Donc voici le commentaire que je pouvais faire par rapport en tout cas à l'affirmation de M. Conan. Pour ce qui concerne la marche qui a été annoncée, bon, j'en ai entendu parler également. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que les organisations de cette marche-là ne sont pas connues en fait de nos services. Parce que comme vous le savez, l'État de Côte d'Ivoire, pour donner la force aux associations de consommateurs, a décidé de légiférer. Et ce, depuis 2016, avec une loi portant sur la consommation, afin que les consommateurs et les associations de consommateurs puissent avoir les armes qu'il faut pour pouvoir défendre les intérêts des populations. Donc c'est ce qui est en vigueur, de telle sorte que nous travaillons avec les associations de consommateurs régulièrement constituées et qui sont connues. Donc moi, ce que je voudrais peut-être suggérer à nos frères et sœurs qui ont décidé de faire cette marche-là, c'est d'avoir une approche en fait de concertation et de discussion. Je pense que la première chose à faire, c'était peut-être de s'approcher des associations de consommateurs qui existent pour dire, bon, monsieur le président des associations de consommateurs, voici nos préoccupations. Et peut-être si, après ces discussions, ils n'ont pas forcément les réponses à leurs préoccupations, mais ils auraient pu approcher nos services. À ce jour, je n'ai reçu ni courrier, ni mail, ni appel téléphonique de ces structures. Alors que nos portes sont largement ouvertes. Et depuis que le président Alassane Ouattara m'a fait confiance de me confier ce département ministériel, je prends le soin personnellement de lire moi-même tous les courriers qui rentrent au ministère du Commerce et de l'Industrie, et c'est moi qui fais les imputations. Quand je suis absent, la charge revient à mon directeur de cabinet et mon assistante personnelle prend le soin de m'envoyer, de me scanner par mail tous les courriers pour que je puisse avoir connaissance de tout ce qui se passe dans mon ministère. Parce que vous savez tous que le ministère du Commerce est un ministère sensible des Ivoiriens. À ce jour, je n'ai pas eu en tout cas de courrier de ces structures-là. Ils auraient pu approcher le directeur général du commerce extérieur, on a différentes directions régionales, etc. Cela n'a pas été fait. Et je pense qu'une telle action, pour moi, c'est souvent le dernier recours. Lorsque vous n'avez pas d'oreille attentive, etc., etc., que vous voulez manifester en tout cas votre mécontentement, vous pouvez certainement, si les autorités, je vais dire, ne vous écoutent pas, mener une telle action. Mais cette démarche n'a pas été faite. Voilà. On lit tous ici quelques bribes d'informations, etc. Mais bon, nous sommes un gouvernement, nous sommes un ministère, les structures sont constituées, il y a même des fêtières, etc. Il faut que cela s'inscrive dans ce sens-là. Parce que ceux qui ont accepté de se lancer dans le monde consumériste, et ils se sont mis dans une perspective de moyen et de long terme par rapport à la défense et la protection des intérêts des consommateurs. Donc, ils ne viennent pas faire une action sporadique et puis aller faire autre chose. Eux, c'est leur activité. Ils sont reconnus comme tels. Donc, je pense que peut-être cette démarche aurait pu se faire. Et également, peut-être mon sentiment, vous savez, on est dans un pays voilà, démocratique, hein, voilà, chacun peut s'exprimer, etc. Mais par rapport au sujet
qui nous concerne, qui concerne le quotidien des Ivoiriens. Je pense qu'il y a d'autres voies pour pouvoir régler sereinement ces problèmes. Parce que je ne sais pas à la fin, cette initiative, qu'est-ce qu'elle peut apporter, d'autant plus que la démarche initiale n'a pas été faite en fait. Donc voici en fait mon sentiment là-dessus. Je ne suis pas en charge d'autres choses. Je veux dire autre que m'occuper du commerce et de l'industrie. Les autres aspects, je pense que les personnes, je veux dire impliquées en temps au moment opportun, en tout cas, s'en occuperont. Voici un peu ce que je peux dire à ce stade et dire que toutes les problématiques concernant l'évolution des prix, de ce que tout le monde appelle, bon, cherté de la vie. Vous savez, quand on parle de cherté de la vie, il y a à boire et à manger. Si je fais le tour, si chacun donnera sa définition de la cherté de la vie, et on aura tous des définitions différentes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent, et je pense qu'il est important que lorsqu'il y a des sujets comme ça, on puisse vraiment discuter de cela de façon sereine pour trouver des solutions. L'État de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, s'est doté d'une loi en 2016. C'est doté également de tests portant sur la régulation de la concurrence. Et par rapport aux recommandations et aux exigences de la loi sur la concurrence, à renforcer les institutions qui travaillent dans le sens du mouvement consumériste, à accepter de renforcer la commission de la concurrence, qui aujourd'hui est une quasi-juridiction, etc., pour réguler, qui est notre gendarme du marché. Lorsqu'on voit des positions dominantes, lorsqu'on voit des ententes illicites, que tout acteur peut saisir lorsqu'il constate qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles. On a des magistrats de haut niveau, des grands économistes, la présence des consommateurs, du secteur privé dans cette commission de la concurrence pour s'assurer que le marché fonctionne, qu'il n'y a pas de cartel, qu'il n'y a pas de monopole. Et mieux, pour aller encore en avant, pour montrer qu'on veut être totalement transparent avec les consommateurs. Le chef de l'État a décidé de créer un conseil national de la lutte contre la vie chère, par décret depuis 2017. Et ce conseil travaille pour veiller à la hausse, pour veiller à ce que les prix qui sont pratiqués dans le marché soient contenus, pour remonter au gouvernement tout ce qu'il constate comme dysfonctionnement dans le marché, etc. Et qui a été doté en tout cas de moyens additionnels pour pouvoir faire son travail, pour que les Ivoiriens soient informés de tout ce qui concerne, en toute transparence, tout ce qui concerne l'évolution, en tout cas des prix des produits de première nécessité. Deuxième élément, et pour compléter l'écosystème, en mai dernier, j'ai installé, je pense que vous l'avez suivi, le Conseil national de la consommation, qui était une attente du mouvement consumériste, où le secteur privé siège, où les professionnels du secteur privé sont, où les associations de consommateurs sont, et ils en ont même la vice-présidence. Pour qu'au sein de ce conseil consultatif, il y ait de la confrontation et des échanges entre les problèmes soulevés par les populations à travers les associations de consommateurs et les services publics. Dans ce conseil, vous avez la RTCI, vous avez l'ANARE, vous avez l'ONEP, vous avez le port autonome, vous avez toutes les structures de régulation qui existent en fait, qui se retrouvent en un seul lieu pour échanger. Et c'est un conseil qui peut donner ses avis sur tous les tests législatifs et réglementaires que le gouvernement prend. C'est un conseil qui a amené chaque année à faire l'état de la consommation nationale et fait des recommandations au gouvernement. C'est comme la commission de la concurrence également, chaque année doit faire un rapport sur la situation de la concurrence qui remet au gouvernement avec des recommandations. Mais quand on met tout ces écosystèmes, on met ce cadre institutionnel en place, mais ça veut dire qu'on veut régler les problèmes. Les associations de consommateurs, elles sont autonomes. Il y a des problèmes, quand elles ne veulent pas là, elles le font savoir. On a des cadres de discussion. Donc tout ceci, c'est pour dire un peu tout l'écosystème, tout le cadre en fait que l'État a mis en place pour s'assurer en tout cas que les consommateurs aient vraiment les moyens de pouvoir se défendre. Que les consommateurs puissent mieux maîtriser tous nos tests et que les consommateurs soient des consommateurs avertis
et que les puissent tirer en fait qu'ils ont des droits et tirer en fait le niveau des consommateurs vers le haut par la formation, etc. Parce qu'à la fin, on veut avoir un Ivoirien qui est informé, qui est un Ivoirien qui sait que lorsqu'il y a des pratiques illicites, peut dire je refuse de payer plus cher. Parce que voilà ce que disent les tests. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. C'est vrai que ça ne peut pas se faire de façon spontanée, mais je pense que les associations de consommateurs, au fur et à mesure, je veux dire, sont en train de travailler. Il faut que les populations adhèrent à ces associations. Posent les difficultés dans le cadre des associations de consommateurs. Parce que c'est elles qui ont voix des chapitres dans les organes, en tout cas, que je viens d'indiquer. Donc, voici un peu ce que je voulais la réponse que je voulais vous apporter. Concernant M. Dengui, qui a parlé des IM, c'est-à-dire les instruments de mesure, en effet, l'une des missions du ministère du Commerce, c'est de s'assurer de ce qu'on appelle la loyauté dans les transactions. Ça veut dire quoi? Quand vous partez acheter 1 kg de viande ou bien 1 kg de riz, quand vous regardez la balance, vous vous assurez que c'est vraiment 1 kg de viande ou 1 kg de riz. La métrologie est essentielle dans la vie. La métrologie est essentielle dans le commerce, dans l'économie. Notre vie est faite de métrologie. Même tout ce qu'on est en train de faire, il y a un timing, etc. Il y a des étalons, des mesures. Notre vie est faite de métrologie. Donc la métrologie est une science qui est importante dans le dispositif de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en 2019, si vous vous souvenez, j'ai été à l'Assemblée nationale pour défendre et faire adopter, au nom du président Alassane Ouattara, une loi portant sur le système national de métrologie de Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire que c'est quelque chose de très important qui fait partie de nos activités. Et dans des environnements, on appelle souvent même le ministre du Commerce, le ministre en charge de la métrologie. Donc pour dire que nous y travaillons, et nous travaillons à ce que on puisse assurer que les instruments de mesure qui sont dans les marchés sont fiables et pour que le consommateur ne soit pas abusé. Pour ce qui concerne, donc naturellement, la métrologie fait partie des instruments de lutte contre la vie chère, puisque ça assure la loyauté dans les transactions. Donc pour moi, cela est très important et raison pour laquelle nous travaillons sur des tests par rapport aux directives de l'UMOA à avoir en Côte d'Ivoire un organe unique de la métrologie. Les tests ont été déjà envoyés par mon département ministériel au secrétariat général du gouvernement pour qu'en Côte d'Ivoire, conformément aux directives de l'UMOA, on ait une structure unique en charge de la métrologie, qui est en charge de la métrologie légale, de la métrologie scientifique et de la métrologie technique et industrielle, pardon. Donc, qui est en charge de toutes ces métrologies conformément aux directives de l'UMOA, avec d'autres directives en tout cas que nous sommes en train d'appliquer, parce que nous avons seulement, il y a 2 semaines, une mission en tout cas de la commission de l'UMOA sur tous les aspects portant en tout cas sur la métrologie. Donc pour vous dire que c'est un sujet qui est au cœur de nos actions et qui fait partie de nos attributions en tant que ministre en charge du commerce. Monsieur Tano, beaucoup d'agents, est-ce qu'on a combien d'agents sur le terrain, corruption des agents? Bon, c'est vrai, bon, vous connaissez un peu bon, l'administration. Vous savez, lorsqu'on estime les commerçants, selon les statistiques, certains parlent de 3 millions, de 5 millions de commerçants, et les espaces commerciaux, on parle souvent de 100 000 espaces commerciaux, 100 000 ou 200 000 espaces commerciaux. Ce que nous avons fait, en fait, dans le cadre de la modernisation du commerce, on a, je vais dire sur la base d'un décret que le président a pris, dans le cadre d'une concession, travailler avec la concession a été remportée par une structure ivoirienne, Unitech, en GIE avec Onesi, d'accord, pour travailler à recenser, à identifier les commerçants sur tout le territoire national et à géolocaliser leurs espaces commerciaux, avec bien sûr ce qu'on appelle des projets cadres de commerçants, auxquels en fait on va ajouter des produits ajoutés, notamment en termes de crédit, en termes d'assurance, en termes de pension de retraite, en termes de moyens de paiement, etc. Donc avec à la fin, en tout cas in fine, la possibilité de créer une mutuelle de commerçants, etc. Pour qu'on sache, les commerçants, ils sont combien exactement.
par rapport à la définition, je vais dire, des commerçants. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Et quand je regarde les statistiques, en termes de personnes recensées, aujourd'hui, on doit être environ entre 200 000 et 300 000 commerçants recensés parce que, bon, la structure a commencé à travailler depuis un moment, mais il faut qu'on continue en tout cas d'amplifier cette action pour qu'on sache en fait globalement le nombre de commerçants et puis les accompagner et pour que le commerçant soit fier d'être commerçant. Que le commerçant se dise qu'à 60 ans, je peux avoir droit à une retraite. Et maintenant, nos tests ont évolué dans ce sens. Et tout ça, c'est à notre demande, par rapport en tout cas à la stratégie qu'on a mis en place dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, que les commerçants puissent avoir également droit à une retraite. Donc, par rapport aux tests aujourd'hui portant sur les travailleurs indépendants, que vous soyez commerçant, artisan, etc., vous avez la possibilité de cotiser à votre rythme selon la pension que vous souhaitez recevoir lors de votre retraite. Ça, ce sont des avancées importantes qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce qui concerne, donc nous sommes aujourd'hui, on a environ 300 agents, pour être totalement transparent avec vous. 300 agents, raison pour laquelle on ne peut pas couvrir en fait tous les points de vente. La raison pour laquelle nous avons ces associations de consommateurs. Raison pour laquelle nous mettons en place un dispositif où les gens peuvent nous envoyer des mails ou des courriers. Raison pour laquelle nous mettons en place un numéro vert qui est le 1343, c'est bien ça, voilà, le 1343. Et différents numéros où, lorsqu'il y a des difficultés, on nous adresse des courriers ou on nous appelle, etc. Mais à terme, il faut que le consommateur soit formé. Il faut que le consommateur sache que j'ai des droits. Donc, quel que soit où il est, il doit pouvoir dire, écoutez, monsieur, vous n'avez pas affiché les prix. Écoutez, monsieur, quelles sont vos conditions de vente, etc. Monsieur, le gouvernement a pris une mesure de plafonnement sur tel produit. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Ce n'est pas fait. Ok, moi j'appelle le ministère du Commerce. Ou bien j'appelle la direction régionale la plus proche, etc. Pour nous permettre d'être efficaces et également de pouvoir agir un peu sur tout le territoire national. Pour ce qui concerne l'autre volet portant sur la corruption des agents, je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel je suis très à l'aise. Et nous disons à chaque occasion que les consommateurs ou les commerçants, lorsqu'ils constatent que nos agents sur le terrain ont des comportements non recommandables, ils peuvent nous saisir. Ils peuvent nous écrire. Et lorsqu'ils nous écrivent, bon, mes agents savent un peu comment je fonctionne. Il y a des actions. Vous pouvez vérifier, je peux vous donner un exemple. Il y a eu, je crois que c'était en 2020, bien en début 2021, voilà, dans une de nos directions régionales à Abidjan, des comportements non recommandables de certains de nos agents auprès de la communauté mauritanienne. Donc, dans un certain nombre de boutiques, il y avait c'était plus Cocody, je crois, voilà. Et donc, ils se sont organisés, ils nous ont saisis. Donc, lorsqu'ils nous ont saisis, il a dit, bon, écoutez, les faits avérés sont tellement graves. On a un inspecteur général. Hein, donc, j'ai donné des instructions à l'inspecteur général de mener ses diligences. Et lorsqu'il a mené ses diligences, selon le rapport qui m'a été communiqué, effectivement, les faits qui étaient reprochés étaient avérés. On les a entendus, hein, tout le processus habituel, hein, voilà, dans le cadre des tests, etc. Et sur cette base-là, voilà, la décision a été prise, en tout cas, de relever tous de leurs fonctions. C'est vérifiable. Et mieux, cette communauté mauritanienne avait également écrit à l'inspecteur général d'État pour leur dire, voilà ce qui nous arrive. Donc, nous, après nos diligences, lorsqu'on reçoit le document de l'inspecteur général d'État, qui envoie également ses enquêteurs, et le rapport final m'est revenu, je crois, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, et l'inspecteur général d'État, dans son rapport, en tout cas, qui a même été adressé au chef de l'État, parce que lui, il répond du chef de l'État. Il confirme les décisions que nous avons prises et réitère, en tout cas, je veux dire, de relever, en tout cas, tous les agents concernés, dont le premier responsable de cette direction régionale de ses fonctions, et de les traduire conformément à nos tests au Conseil de discipline de la fonction publique. Donc la procédure suit son cours. Pour dire qu'on est totalement transparent sur la question. Voilà, on est totalement transparent sur la question et en tout cas c'est de façon illustrative que j'avais souhaité
vous indiquer cela. Mais également, lorsqu'il y a la délation, voilà, nous la condamnons également. Voilà, lorsqu'il n'y a pas d'éléments avérés, il peut y avoir des plaintes et puis on constate que ce n'est pas avéré. Que le consommateur, c'est par méconnaissance des tests, qu'il pense que l'agent est en train d'outrepasser ses pouvoirs ou ses prérogatives. Et à ce titre, je pense que il est important que la presse nous accompagne. Parce que comme je l'ai indiqué, nous avons 3 agents sur tout le territoire national. Ce sont des agents qui ont fait des formations supérieures, qui ont été formés à l'ENA, et en plus de ça, qui sont des agents assermentés, qui prêtent serment devant le juge par rapport à leur mission. Donc c'est en cette qualité d'OPJ qu'ils vont faire les différentes missions ici et là, dans nos marchés, dans nos supermarchés, etc. Il faut les traiter comme tels. Et également, ne pas être amené, je vais dire, à les menacer ou bien à leur porter main. Parce que également, ce sont des cas que nous avons vus, mais quand c'est comme ça, bon, force est à la loi. Leurs interventions sur le terrain s'inscrivent dans le cadre de leur mission. Et ce sont des agents assermentés qui le font. Donc il est important que les populations puissent le savoir, que les commerçants également puissent le savoir. Mais en cas, en tout cas, de pratique, je veux dire, non recommandable, on peut nous saisir. Et vous pouvez convenir avec moi que vos requêtes, en tout cas, ne resteront pas lettres mortes. Monsieur Sidi Hassané a parlé de la rencontre du Premier ministre, en fait, enfin, la visite du Premier ministre au marché d'Adjamé, j'étais avec lui. Et également, est-ce que le CNLVC peut vérifier, en tout cas, tout ce qui se passe sur le terrain. Mais je veux dire, par rapport à ce que je viens de vous indiquer, sur le mécanisme qui est mis en place, je veux dire, en termes de surveillance de marché. Nous avons sur tout le territoire ivoirien 31 directions régionales. Et également, nous travaillons avec les autorités locales, notamment le préfet, les présidents des commerçants et tous les acteurs. Et nos agents, en tout cas, sont formés pour pouvoir déceler dans le marché, en tout cas, toutes les pratiques que je vous ai indiquées en termes de pratiques spéculatives, en termes de création de pénuries artificielles et en termes d'entente entre les commerçants, etc., pour pouvoir nous remonter les informations pour que nous puissions agir. Mais ce travail ne peut pas se faire sans les populations, sans les consommateurs. Raison pour laquelle nous travaillons tous les jours à renforcer en fait les compétences du monde consumériste pour qu'ils puissent jouer leur rôle conformément à la loi portant sur les consommations. Et vous dit également que lorsque nous constatons des dysfonctionnements avérés en cas de persistance de crise, en cas de dysfonctionnement du marché, la loi nous donne des instruments. L'ordonnance portant sur la concurrence nous donne des instruments en son article 3 de pouvoir intervenir en tant qu'État en fixant, en bloquant, en plafonnant les prix. Mais cela après avis de la commission de la concurrence. Et la loi permet désormais aux acteurs du marché, sur la base des constats qu'ils peuvent faire, de eux-mêmes proposer, je veux dire, des plafonnements des prix ou d'autres instructions au gouvernement. Mais cela ne se fait pas, je veux dire, sans l'avis de la commission de la concurrence. Ça veut dire quoi concrètement? Je suis ministre en charge du commerce. Je n'ai pas le pouvoir de dire ce prix, ou bien de fixer le prix du kilogramme de riz si je n'ai pas d'éléments justificatifs pertinents. Parce que je suis amené, lorsque mes services font ces constats, à constituer un dossier pour justifier pourquoi je demande à la commission de la concurrence une mesure de plafonnement. Et à cette commission de la concurrence, moi je n'y suis pas. Même si j'ai un commissaire, vous avez une présidente de la commission de la concurrence
qui est une magistrate de haut niveau, vous avez des économistes, vous avez le secteur privé, vous avez les consommateurs. C'est eux qui apprécient pour dire est-ce que les arguments avancés par monsieur le ministre en charge du commerce sont conformes, sont pertinents pour qu'on accepte une décision de blocage, de plafonnement ou de fixation des prix. Et après, ils délibèrent avec un PV à l'appui. Donc, je transmets mon projet de décret et le PV de la commission de la concurrence qui donne ses motivations ou son avis que je transmets au gouvernement. Et vous constaterez que tous les changements de prix souvent se font à ce niveau-là. Donc, pour vous dire qu'on a mis en place en tout cas des procédures, des tests qu'on ne souhaite pas gêner le marché. Parce qu'on est dans une dynamique, il faut que le marché fonctionne, mais on protège le consommateur. Et pour nous, la protection du consommateur n'est pas négociable. Parce que tout ce que nous faisons, à la fin, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, pour vous dire que nous avons les instruments juridiques pour le faire, et également au niveau des interventions sur le terrain, avec nos agents qui sont sur le terrain, sont également appuyés par une brigade. Parce qu'on peut être sur des marchés où on voit des produits frauduleux, des produits de contrebande, des produits périmés qui sont servis aux populations. Et il nous revient de saisir ces produits-là. À ce niveau, j'ai la Direction générale du commerce intérieur qui intervient à travers sa direction de répression. Et au titre de l'industrie, nous avons un comité national de lutte contre la contrefaçon, le CNLC, qui intervient également à ce niveau pour assainir le marché, pour ne pas qu'on vende des produits qui vont entamer la santé de nos populations et qui vont tuer l'économie. Donc, pour dire qu'il y a un écosystème qui existe à tous ces niveaux-là, qui nous permet d'agir et également pour faire face aux défis, en tout cas du mouvement consumériste. Pour ce qui concerne la Tabaski et autres, non, vous avez dit que est-ce que la Covid, tout ça, mais monsieur, moi je regarde, hein, vous savez, la Covid là, c'était pas prévu. Hein. On était là, bon, on a dit il y a quelque chose qui ne se passe dans un pays asiatique, on s'est dit, bon, est-ce que nous ça va venir ici? Et puis bon, après on nous dit non, c'est en Europe. Et ensuite, bon, le temps qu'on se rend compte, on dit non, c'est Abidjan. Je veux dire en avril 2020, si mes souvenirs sont exacts. Mars 2020. Et puis, voilà. Et puis, l'économie s'est arrêtée. Et en Côte d'Ivoire, le président a dû prendre des mesures énergiques. Il fallait isoler Abidjan. Ça a impacté les circuits de distribution, etc. Dans le monde, partout, les pays où on recevait des importations, les transactions